Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Code Air et Carrière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Cynthia Sarkis, une étudiante en orthophonie à l'Université de Montréal. Cynthia, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci. Merci d'être venue. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Donc, si tu es un étudiant au cégep, tu as des questionnements sur le programme d'orthophonie. C'est un programme qui n'est pas très commun. Donc, aujourd'hui, moi et Cynthia, on va vraiment décortiquer le tout pour toi. Si tu as des questions, tu peux laisser tes questions dans les commentaires et on va prendre le temps de te répondre. Donc, Cynthia, tu es allée à quel cégep, toi, exactement? Moi, je suis allée à Brébeuf. J'ai fait 2 ans de cégep dans le programme du baccalauréat international en sciences de la santé. Le BI. Oui, c'est ça, le BI. Ça, c'est un programme, j'ai entendu dire que c'est pas nécessairement facile. C'est beaucoup de rush, c'est de la pression. Comment tu as trouvé ça? Oui, c'était quand même difficile parce qu'on avait des projets et des travaux qui étaient en dehors de ce qu'on avait à faire pour avoir le DEC. OK. Puis les moyennes, ils étaient élevés, donc il fallait se démarquer de la moyenne. Mais j'avais un avantage quand même parce que ma cotère était un peu bonifiée grâce Donc, ça peut bonifier la cotère si tu te démarques et tout ça. Oui. OK, c'est intéressant. Et donc, tu as fait ton cégep en 2 ans à Brébeuf et ensuite, tu as décidé d'aller en orthophonie. Oui. Pourquoi? En fait, au début, j'avais aucune idée c'était quoi l'orthophonie. OK? C'est quoi l'orthophonie si on parle de ça 2 petites secondes? OK. L'orthophonie, c'est un domaine qui évalue et traite des problèmes au niveau de la parole, au niveau du langage, au niveau de la voix et de la communication. OK. Je vais te donner des exemples pour que ça soit plus clair. Donc, au niveau de la parole, par exemple, pour des enfants qui bégayent, on évalue le bégaiement et on le traite. Au niveau du langage, ça peut être soit la compréhension, comment ils parlent, aussi la lecture et l'écriture. Donc, on peut évaluer une dyslexie. Au niveau de la communication, c'est des problèmes plus globaux, comme un enfant qui a un autisme, de l'autisme, puis une déficience intellectuelle. Ouais. Et au niveau de la voix, si quelqu'un utilise beaucoup sa voix, il peut avoir des nodules, comme les enseignantes qui parlent beaucoup. Oui, les profs parlent beaucoup. Oui. Puis c'est ça. Puis il y a aussi un aspect de l'orthophonie que les gens ne savent vraiment pas, c'est que on évalue la capacité d'avaler des personnes. Okay. Parce que le larynx ou les muscles, les structures ici, sont faites pour parler, mais aussi pour avaler. C'est les mêmes structures. Donc, c'est plutôt dans les hôpitaux que les orthophonistes évaluent la déglutition. Ouais. Puis, c'est ça, les patients, ils ne doivent pas manger avant qu'une orthophoniste les évalue. OK, intéressant. Donc, ça peut toucher à plusieurs choses. Oui, c'est vraiment varié. Et toi, est-ce que tu savais que ça ressemblait à ça avant que tu rentres dans le programme ou tu t'es comme, je vais essayer, je vais rentrer là-dedans, je vais faire un test et je vais voir si je vais aimer ça ou ça avait l'air de quoi avant que tu rentres là-dedans? Moi, j'ai pris une feuille de l'Université de Montréal. Okay. Il y avait une feuille avec tous les programmes. Ouais. Puis à côté, il y avait les cotères minimales. Ouais. Alors là, j'ai juste regardé dans quoi je pouvais appliquer. Puis là, avec la cotère que tu avais? Oui, c'est ça. Tu avais eu combien de cotères au cégep? 32,39. 32,39. Oui. Okay. Alors là, j'avais vu le mot orthophonie, puis j'avais aucune idée c'était quoi. Là, j'ai cherché sur Internet, puis j'ai vu une vidéo. Je suis tombée sur une vidéo d'une orthophoniste qui travaillait avec un enfant. Puis c'était à travers le jeu, là, à travers des jeux. Puis j'avais vraiment aimé ça, comme cette approche, puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ouais. Wow, OK. Donc, tu as fait tes recherches, tu as trouvé cette liste avec tous les programmes que tu pouvais faire avec ta cotère. Ouais. Ce programme t'a intrigué, tu es allé faire tes recherches et tu es rendu là. Oui. Excellent, excellent. C'est ça. C'est bon. Et selon toi, l'orthophonie, est-ce que c'est un programme qui est fait pour tout le monde? Est-ce que c'est qui devrait s'aventurer là-dedans? C'est quoi les qualités recherchées? Il faudrait être patient. Ça, c'est une qualité qui est nécessaire. La patience. Oui, la patience. Parce que des fois, il faut gérer le comportement des enfants. Parce que là, je parle
plus des enfants parce que c'est vers ça que j'aimerais travailler par la suite. OK. C'est soit on peut travailler avec des enfants ou avec des adultes. C'est variable. Ouais. Donc, c'est ça. Des fois, il faut gérer le comportement. Des fois, il faut vraiment beaucoup répéter parce que la personne ne comprend pas. Puis, c'est ça, c'est des thérapies. Donc, parfois, il faut tout le temps répéter la même affaire, mais d'une autre façon. D'une autre façon. Donc, ça prend de la patience. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres qualités, tu penses, que ça prend peut-être de l'empathie? Oui, c'est sûr, l'empathie. L'écoute. L'écoute. Ouais. Puis, il faut aimer la relation d'aide. OK. Parce qu'on va collaborer avec les parents, on va collaborer avec l'entourage des patients, on va collaborer aussi avec les autres professionnels. Ouais. Donc, la relation d'aide, surtout qu'on est en train d'annoncer une conclusion orthophonique, Mm-hmm. on ne sait pas comment le parent ou l'entourage va prendre la nouvelle ou le patient. C'est ça, donc, pouvoir... Gérer un peu les relations avec les gens ouais. et tout ça. OK. Intéressant. Donc, et l'orthophonie, moi honnêtement, dès que j'ai entendu ça, je n'étais pas sûr c'était quoi. Est-ce que c'est quelque chose avec l'écoute? Est-ce que c'était quelque chose avec... je pense qu'il y a un autre programme qui est similaire, qui est pour l'écoute, c'est ça? Oui, Je pense que c'est l'audiologie. l'audiologie, hein? Ouais. C'est pas la même chose. Non. L'audiologie, c'est pour évaluer l'audition. OK. Nous, on a une association qui est pour l'orthophonie et l'audiologie, mais c'est pas pareil. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on peut référer des enfants ou des patients en audiologie parce que la compréhension, elle peut être affectée par s'ils entendent bien. OK. Fait que vous travaillez ensemble. En collaboration. En collaboration. Ouais, c'est OK. ça. Intéressant. Donc, je te rappelle que si jamais tu as des questions pour moi et Cynthia, tu peux prendre le temps de laisser ta question dans les commentaires et on va prendre le temps de regarder les questions, moi et Cynthia. Donc, le programme d'orthophonie, c'est un programme qui peut être intéressant. Vous êtes combien dans la cohorte environ? On est à peu près 70. OK. En grosse majorité, on est des filles. OK. Donc, beaucoup de filles. Ouais. Il y aurait combien de gars? C'est quoi une grosse majorité? Il y a juste 2 gars. 2 gars sur 70. Ouais. Donc, il y a 68 filles. Ouais. OK. C'est une très grosse majorité, je pense. C'est bon à savoir. Et dans le fond, le processus d'admission pour rentrer en orthophonie, Ouais. ça a l'air de quoi? En mon temps, il fallait juste appliquer puis regarder seulement la cotère. OK. Il fallait avoir la cotère minimale, puis c'était correct. Pas d'entrevue. Pas rien. d'entrevue, rien. Mais là, il y a une création d'un nouveau programme. Mais c'est pas une nouvelle. Donc, il n'y a plus de bac en orthophonie. Il n'y a plus de bac. Il y a Donc, plus de toi, bac dans en ton temps, tu étais au cégep, tu faisais ton cégep, tu allais Ouais. faire un bac en orthophonie, Ouais, puis ensuite, tu continues dans la maîtrise. c'est ça. OK. Maintenant, il y a... C'était avant. Maintenant, je suis dans un programme bac maîtrise de 4 ans. Ouais. OK? Puis là, le programme du bac, il va être enlevé, il est déjà enlevé. Puis là, il y a une nouvelle maîtrise de 2 ans qui est créée par notre groupe d'enseignants, de professeurs à OK. l'université. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils vont juste la rendre meilleure. C'est plus condensé, mais ça va être plus structuré. Puis c'est ça, ils se basent un peu sur nos commentaires pour arranger la maîtrise. OK. Donc là, si je comprends bien, il n'y aura plus de bac, il y aura juste la maîtrise. Mais comment tu fais? Tu passes du cégep à la maîtrise? Non. Donc, je t'explique. Donc, ce que je sais, c'est qu'il y a des cours préalables que l'étudiant doit avoir pour entrer à la maîtrise. Puis, ces cours préalables, ils peuvent être tous inclus dans le programme de neurosciences cognitives. En neurosciences cognitives. Donc, Ouais. quelqu'un peut aller faire un bac là-dedans et ensuite appliquer dans la maîtrise en orthophonie. Oui, c'est ça. OK. Ou bien aller dans un autre programme, mais en fin de compte, il doit avoir tous les cours préalables. Donc, la personne doit s'arranger pour faire les cours préalables Oui, et ensuite appliquer dans la maîtrise en neurosciences. en Ah. orthophonie. En orthophonie. C'est ça. Un gros changement. Donc, il n'y a plus de bac. Mais c'est ça. Mais l'Université de Montréal, ils font un petit peu comme les autres universités parce que dans OK. toutes les autres universités, il n'y avait pas de bac en orthophonie. OK, c'est juste l'Université de Montréal qui avait son bac maîtrise, dans le fond. Oui, OK, c'est intéressant. Donc, la personne va devoir faire un bac, par exemple, en neurosciences cognitives et ensuite appliquer à la maîtrise.
Et lorsqu'elle applique, est-ce que c'est encore une fois juste les notes qu'ils vont regarder ou est-ce qu'il y a autre chose? Ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas une experte là-dedans, Ouais. mais dans le fond, il faut qu'ils aient des expériences de bénévolat ou de travail avec les enfants et les adultes, OK. un certain nombre d'heures. Il y a aussi un test Casper. OK. Il y a le test Casper à faire. OK. Oui, le test Casper. Puis, c'est ça. Puis aussi, il y a une note minimale de 3.3 sur 4.3 de GPA. Le GPA. Oui. Donc, il y a certains critères à respecter pour te faire admettre Ouais. à la maîtrise. C'est un peu plus contingenté. C'est ça. je C'est trouve. pas comme dans ton temps à toi où est-ce que tu avais juste le quater, tu rentrais dans le bac maîtrise et tu finissais le tout. C'est ça. OK. Donc, ça revient à 5 ans au lieu de 4 ans. Je vois. Et toi, Cynthia, est-ce que tu as travaillé dans le domaine ou tu fais juste étudier pour le moment? Là, je travaille en même temps que j'étudie. Donc, tu travailles Ouais. dans le domaine, Oui, à temps à partiel. temps partiel. Je travaille les samedis et les vendredis, un vendredi sur 2. OK. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui aimeraient savoir, ça a l'air de quoi une journée de travail dans la vie d'un orthophoniste? Ça dépend si on travaille avec les enfants ou avec les adultes. Puis aussi, si on travaille, ça dépend du milieu. OK. J'imagine que tu as Euh, plusieurs options. Est-ce que tu peux travailler peut-être oui. dans un hôpital, dans d'autres? C'est ça. Donc, on peut travailler dans les hôpitaux ou dans les centres de réadaptation, dans les CLSC, les garderies CPE, les cliniques privées, les écoles. On a vraiment Il y a beaucoup beaucoup d'options. d'options. OK. Ouais. Toi, tu travailles dans quoi exactement en ce moment? Là, je travaille dans une clinique privée, mais vu que je ne suis pas encore orthophoniste, je suis étudiante en orthophonie, donc mon titre, c'est agente de correction du langage. OK. Ouais. Et ça a l'air de quoi une journée typique, un samedi ou un vendredi que tu travailles? Je vois 4 à 5 enfants par jour. OK. Dans ton shift au complet, tu vois 4 à 5 enfants. J'imagine que c'est des longues séances que tu passes avec eux? C'est 50 minutes. OK. 50 minutes par enfant. Puis, avec les enfants, c'est vraiment à travers les jeux qu'on travaille. Parce que c'est sûr qu'on veut qu'ils s'améliorent au niveau de leur langage ou de leurs paroles, mais un enfant, ils ne peuvent pas vraiment travailler comme ça, de manière concentrée C'est pendant sûr. une longue période de temps. Ouais. Donc, on les motive avec le jeu, avec les jeux. Donc, le jeu, c'est comme un renforçateur un petit peu. Ça les motive. OK, je comprends. Et tu avais dit un peu plus tôt que ça prenait de la patience. J'imagine les enfants, des séances de presque 1 heure. Donc, il faut être patient pour passer à travers ça. Oui, c'est sûr. Ouais. Et quand on parle de perspective d'emploi, donc tu as mentionné qu'on peut travailler dans plusieurs domaines. Le salaire, ça a l'air de quoi? Au début, le salaire serait d'environ 60 000, OK. mais avec l'expérience, ça augmente. Ça peut aller jusqu'à 100 000. OK. Donc, tu Ouais. rentres autour de 60 000. Et dépendamment, j'imagine aussi, si tu travailles peut-être au privé, dans un hôpital, ça peut varier. Mais avec Oui. l'expérience, tu peux facilement monter 80, 90, peut-être 100 000 et plus. Ouais, oui. C'est faisable. OK. Mhm. Donc, j'imagine que c'est un domaine de la santé qui est quand même assez bien payé. Alors, tu m'as dit que tu as travaillé avec des enfants. Est-ce que tu as aussi travaillé avec des adultes? J'ai pas travaillé avec les adultes, mais présentement, je fais un stage avec des adultes au CHUM. OK. Puis c'est vraiment différent de ce qu'on fait avec les enfants. Parce que, dans le fond, avec les adultes, ils ont comme perdu leur capacité de parler, de communiquer ou d'avaler. Ouais. Mais les enfants, ils naissent comme ça. Ouais. C'est ça la différence. Avec les adultes, la plupart du temps, on évalue la déglutition, donc leur capacité d'avaler. Puis ensuite, on dit avec quelle texture ils peuvent manger et si c'est sécuritaire. Mhm. Et si, par exemple, ils ont eu un AVC, des fois, ils ont de la capacité à retrouver un mot. Donc, ils cherchent souvent leurs mots. Ouais. Puis ça peut être frustrant. Donc, il faut pouvoir les aider à travers ça. Donc, on leur donne des exercices, on les évalue, on leur donne des exercices. Puis, dans l'hôpital, on collabore beaucoup avec les autres professionnels, comme des médecins, des infirmières, des physiothérapeutes.
vraiment Un une peu de grosse... tout, là. ouais. C'est vraiment deux milieux de travail différents. Je veux dire, c'est deux expériences, travailler avec des enfants ou des adultes. Mhm. C'est vraiment jour et nuit, là. Ouais. OK, c'est bon à savoir. Et toi, Cynthia, si on te ramène un petit peu plus en arrière dans le temps, quand tu étais au cégep encore, Ouais. tu as une coteur d'environ 32, tu m'avais dit. Ouais, c'est ça. Donc, c'était quoi ton secret? C'était quoi mon secret? Ben, je sais pas. Pouvoir avoir un but dans la tête. Comme être courageux, être studieux, donc tout le temps faire les exercices, réviser la matière. C'est intéressant, tu as dit avoir un but Ouais. et être courageux. Ouais. Donc, il faut savoir où est-ce que tu t'en vas. Je comprends bien. Ouais, Donc, toi, ton but au cégep, tu savais que tu voulais appliquer dans un programme contingenté. c'est ça. Tu savais peut-être pas exactement quoi, mais tu savais que tu voulais aller là-dedans. Mhm. Et tu as dit courageux aussi. Donc, il Ouais. faut avoir le courage de continuer à te battre, Ouais, faut faire tes foncer. exercices, foncer, chercher de Faut l'aide. jamais abandonner. Jamais abandonner. Ouais. OK. Et est-ce que tu avais eu des cours que tu avais mieux réussi que d'autres? Est-ce que j'imagine que tu as eu des challenges pendant que tu étais au cégep? C'était pas très facile. Ouais. Et comment tu faisais pour surpasser ces challenges-là? C'est important d'aller voir les professeurs pour poser nos questions, de réviser la matière le soir. Est-ce que tu étudiais beaucoup? Ouais, quand même. Est-ce que tu étudiais seul ou tu étudiais en groupe? C'était quoi? Qu'est-ce qui fonctionnait bien pour toi? Je dirais de faire un peu des deux, c'est bien. Parce que quand tu étudies seul, tu apprends la matière. Puis ensuite, quand tu travailles en groupe, tu peux expliquer la matière à quelqu'un ou demander des questions. Puis quand tu expliques, tu sais si tu as bien assimilé la matière. Ouais. Donc, Ouais. le fait d'aider quelqu'un, ça t'aide à consolider ton étude à toi, dans le fond. Ouais, Ça peut être une bonne stratégie aussi. Mhm. Super. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui est au cégep en ce moment, qui a des grandes ambitions, qui aimerait peut-être appliquer en orthophonie ou un autre programme de la santé qui est contingenté? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Que si c'est vraiment leur rêve ou si c'est vraiment ce qu'ils aimeraient faire dans la vie, que tout est possible. Donc, ils peuvent passer à travers d'un autre programme, Ouais. puis ensuite appliquer dans le programme qu'ils veulent. Mhm. Puis, je l'ai entendu je l'ai vu, plusieurs de mes amis ont pu réaliser leur rêve d'être, par exemple, médecin ou n'importe quoi d'autre. Puis, c'est juste en En gardant persévérant. l'espoir, Ouais. en persévérant, en disant que oui, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qui va se passer, puis ils ont réussi. Ouais. Puis c'est sûr que le cégep, c'est pas facile non plus, hein. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui travaille fort, qui n'ont pas toujours les notes qu'ils veulent. L'important, c'est vraiment de persévérer. Si c'est vraiment ça que tu veux, de vraiment continuer à te battre et de foncer jusqu'à temps que tu atteignes ton objectif. Et moi, je le dis toujours, moi, j'ai commencé mon cégep avec une coteur de 24 quand j'étais en sciences de la nature. Je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire. Je n'étais pas entouré des bonnes personnes nécessairement. J'avais pas des bonnes stratégies d'études et c'est un petit peu pour ça que j'ai commencé Coteur Expert, pour permettre à d'autres étudiants de pouvoir avoir accès à des informations clés pour réussir. Donc, Cynthia, merci beaucoup pour être venue aujourd'hui. Merci à Encore toi. une fois, si tu as des questions pour moi ou Cynthia sur le programme d'orthophonie, tu peux les laisser dans les commentaires. Ça va nous faire un plaisir de répondre. Donc, c'était Raymond de Coteur Expert avec un nouvel épisode de Coteur et Carrière et on se voit très bientôt.